Aujourd'hui, on accueille Alan Turing en ce moment au Théâtre Michel. Bonjour Alan. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Super. Je vous laisse vous servir un petit thé. Je pense So que c'est... British. So British, yes. Ça s'appelle Spill de Tea. C'est pour ça. Ok. Chez Spill de Tea, on aime beaucoup que vous nous racontiez votre life. Et du coup, on aimerait que vous nous vous présentiez avec un objet. Ah. Qu'est-ce que vous nous avez ramené? Alors j'ai choisi ce livre. C'est un livre qui m'est très très cher, que je possède depuis que je suis tout petit. Et ça s'appelle Les merveilles de la nature, que tout enfant devrait connaître. Wonders of Nature, every child should know. Yeah. Et alors c'est un livre qu'on offre aux enfants pour savoir comment on pousse les fleurs ou comment on fait les bébés. Et moi, c'est ce livre qui m'a ouvert à toutes les questions sur la nature qui m'ont fasciné et qui m'ont amené aux mathématiques. Comprendre comment fonctionne le monde, ça a été le premier pas pour moi vers toutes les questions que je me suis posées après. On pense que je suis un mathématicien, mais je suis autant un biologiste et avant tout quelqu'un de curieux. Moi, ce que je cherche, c'est comprendre les choses. C'est en courant, par exemple, en 1935, que j'ai eu la vision d'une machine pensante. Mais en fait, vous avez des défauts, Alan? Parce que un petit génie, des mathématiques, énigma, marathon. Déjà, je pense que j'entretiens assez mal mes affaires. Par exemple, ça se voit, je crois. Et c'est ok? J'attache... Oui. Je trouve même que c'est assez chic de ne pas être trop propre. J'attache pas une grande importance. Un peu déstructuré. Et le livre vous a amené à vous intéresser aux mathématiques? Je m'intéresse à beaucoup de choses. Moi, la seule qualité que je pourrais dire être mienne, c'est la curiosité. Ça fait quoi d'être un assez jeune professeur à Cambridge? J'ai été jeune un peu en tout, puisque j'ai été nommé membre éminent de Cambridge à 24 ans et j'ai commencé à enseigner à 27. Donc finalement, parfois quand je vois des étudiants, je me sens plus enfant qu'eux. C'est-à-dire surtout eu égard au fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des certitudes. Et quand on est jeune, on a souvent pas mal de certitudes. Et donc, moi, ça m'amuse de leur dire soyez certains que vous avez du talent et de la personnalité, mais pas de grand chose d'autre. Et vous pensez que vous avez fait ça au long de votre vie? Oui. J'ai toujours essayé de ne pas me formater, en fait. Et par exemple, c'est pour ça que j'adore discuter avec des gens qui ne sont pas de mon milieu. Par exemple, si je discute avec un professeur de Cambridge, ça va être intéressant parce qu'il a des choses à dire, mais il ne va rien dire qui va m'étonner. Puisque je sais comment il est construit, je connais son modèle de pensée. Alors que si je vais discuter avec quelqu'un dans la rue, par exemple, à travers une phrase même anodine, pour moi, ça va parfois être comme une révélation. Et j'adore aussi discuter même avec des enfants, parce qu'on dit que la vérité sort de leur bouche, mais surtout, ils ont une façon très libre de penser ou de poser des questions. Et moi, c'est souvent dans ce genre d'échange que j'ai appris le plus de choses. Et vous aviez beaucoup d'amis? Enfin, est-ce que... Oui. Alors, avant mes problèmes, j'en avais beaucoup. Et au moment où j'ai eu des problèmes, j'en avais plus comme il se doit. Vous entendez quoi par problème? Moi, en fait, on m'a toujours considéré comme quelqu'un de différent parce que j'ai un léger défaut d'élocution ou surtout parce que je ne m'habillais pas comme les autres, que je ne pensais pas comme les autres, que je n'aimais pas comme les autres. Je suis ouvertement homosexuel et je peux vous assurer que je n'étais pas le seul au collège ou à l'université. Pour autant, j'étais sans doute un des seuls à oser le dire. Et dans la société de mon époque, à cet égard, j'étais vraiment perçu comme quelqu'un d'assez subversif. Voilà. Alors que je suis totalement gentil, mais j'ai eu cette espèce de courage inconscient ou pas, de vouloir dire toujours qui j'étais. Voilà. De ne pas me cacher derrière ce voile bien connu, très britannique, de la... comment dire Bienséance. Exactement. Vous avez vécu un procès? Oui. En 1952. Oui. Vous l'aviez vécu
comme une injustice, comme une libération? C'est paradoxal parce que j'ai beaucoup souffert de ce procès et en même temps, je l'ai un peu embrassé. C'est-à-dire que c'est moi qui ai porté plainte contre cette loi. Enfin, je suis tombé sous le coup d'une loi de 1885 qui est une loi liée au fait d'être homosexuel. Et la sanction potentielle, c'était 2 ans de travaux forcés, ce que Oscar Wilde a eu d'ailleurs, ou alors la castration chimique. Et moi j'ai porté plainte. Donc aujourd'hui, avec le recul, je me demande si je ne suis pas allé inconsciemment, ou consciemment d'ailleurs, vers cette issue, puisque j'aurais pu m'en échapper. Les policiers d'ailleurs qui sont venus m'interroger chez moi ont été surpris que je déballe tout. Donc j'ai le sentiment que déjà, en devant contenir en moi le secret de mes recherches, j'ai jamais pu dire de mon vivant que j'avais décrypté Enigma et que j'avais, ce faisant, sans doute raccourci la guerre de 2 ans et sauvé des millions de gens, voire des dizaines, mais je ne l'ai jamais dit. Et je m'en suis jamais servi d'ailleurs lors de mon procès. Alors, quitte à dire une part de vérité, j'ai dit la part de vérité qui ne concernait que moi, c'est-à-dire qui j'étais vraiment. Et ça, je l'ai dit à la face du juge et de la justice de mon pays, et j'en ai payé le prix. Après, au final, ça a un peu changé la loi plus tard. Oui, aussi. bien plus tard. Il paraît qu'aujourd'hui, les gens peuvent s'aimer librement, en tout cas dans ce pays. Mais dans beaucoup d'autres, que je sache, ils sont encore, comme je l'ai été, persécutés, voire condamnés à mort. Donc je pense que le combat valait la peine et vaut toujours la peine. Donc si aujourd'hui, par exemple, je pouvais apparaître, je ne sais pas, soyons fous, dans une pièce de théâtre, par exemple, je trouve que ça aurait du sens que cette pièce, au-delà de parler de qui j'ai été et de ce que j'ai réalisé, porte peut-être le message le plus important pour moi, c'est de dire regardez la différence que vous portez vous-même avec lucidité et courage, et regardez celle des autres avec bienveillance et curiosité. Revenons quand même à un exploit que vous avez fait pendant la Seconde Guerre mondiale, oui, qui était quand même de décrypter Enigma. Il s'agit d'une machine Enigma, comme vous l'avez dit, qui permet de crypter des messages. Mais quand je dis crypter, c'est vraiment crypter, quoi. C'est-à-dire que par un système de rotor, le code qui permettait de crypter ces messages changeait tous les jours. C'était ça la difficulté. Au-delà du fait que c'était très compliqué à décrypter, ça changeait tous les jours. Et donc, il fallait avoir des outils finalement qui n'existaient pas à l'époque. Je rappelle qu'aujourd'hui, je sais que vous avez des ordinateurs. Ouais. Merci à vous. Et je vous en prie, c'est mon plaisir. Et que vous parlez, vous connaissez. Moi, je n'ai même pas connu l'informatique. C'est un mot qui n'existait pas à mon époque, ni même l'électronique. Moi, j'étais à l'époque de la mécanique. Et c'est en appliquant ce système que j'ai réussi à craquer le code secret des nazis. Et comme on l'a dit, à nous faire gagner la guerre. Donc oui, c'était difficile, d'autant qu'on m'a traité de fou. Quand je parlais de machines pensantes, on me traitait de fou. Et on a même, par tous les moyens, essayé de m'empêcher de le faire parce que ça coûtait trop d'argent. Mais le Premier ministre, Winston Churchill, m'a fait confiance et m'a donné les moyens de réaliser ça. Et j'y suis parvenu. Grâce à vous, je peux regarder des séries sur Netflix et les Kardashians. Je ne sais pas qui est cette Kardada, mais ça a l'air chiant quand même. Du coup, nous, on aime bien que les invités réagissent à l'actualité. Du coup, j'ai quelques questions à vous poser. Oui. Are you ready? I am ready. Yes, let's go. Vous avez craqué Enigma. Oui. So you cracked Enigma. Oui, donc il y a un énorme problème d'accent là quand même. Il faut bien le reconnaître. Yes, but you know dyslexia. Cracked. You cracked Enigma. Yeah. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui vous arriveriez à craquer le beat count? Comme vous avez eu la gentillesse de me prévenir de cette question, parce que je ne vois pas de quoi il s'agit. Je ne suis pas experte non plus. Hein. Je pense que tout système crypté a vocation à être décrypté par définition, puisque s'il a été crypté, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a crypté. Et quand il y a une pensée qui a
réaliser un code secret ou un cryptage, il y a toujours une possibilité de comprendre la pensée du concepteur et de réussir à le décrypter. Business is business. Oui, mais après moi, ça ne m'intéresserait pas. Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est de décrypter le truc et puis de laisser faire après. Je n'ai jamais voulu m'enrichir, si ce n'est intellectuellement, en comprenant la pensée d'un autre. Vous pensez que votre ego l'aurait décrit? Mon ego compétitif. C'est pas de l'ego, c'est juste la volonté de penser par soi-même. Je veux pas être meilleur que les autres, je veux juste les comprendre et que eux fassent le même effort. Malgré vous, vous avez été quand même le précurseur de l'IA. Est-ce que vous pensiez, est-ce que vous auriez imaginé qu'on se serait retrouvé avec une intelligence artificielle que les hommes auraient utilisée comme psy? Je peux pas parler pour les hommes, vu que je n'en suis pas. Ça me fascine et me passionne que vous sembliez dire qu'aujourd'hui elle existe et que les gens l'utilisent. C'est là que ça devient assez vertigineux parce que c'est une machine à des sentiments, elle pourrait avoir un libre arbitre et à un moment même se retourner contre son concepteur. Il faudrait faire des films là-dessus si c'est pas déjà fait. Il y en a beaucoup, je peux vous faire une petite liste. D'accord. Alors, moi je suis très, très intéressé par ça. Moi, ce qui me passionne, c'est la structure du cerveau et de la pensée, pas du tout le fait de créer des humanoïdes ou des robots qui font des pirouettes, ce qui sera sûrement possible aussi. Ça l'est. Mais voilà, et moi c'est ça. En fait, moi tout est... Je pense que la réponse était dans la nature parce que tout est parti. Quand j'étais petit, je regardais un bol de porridge. J'en mangeais le matin, et j'avais remarqué que le porridge avait la consistance du cerveau, la même. Et je me disais donc, il y a sans doute dans la nature des choses qui ressemblent à l'homme, puisque l'homme fait partie de la nature. Il y a des suites mathématiques qui se reconnaissent dans la nature. Donc en fait, l'observation de la nature m'a conduit à toutes ces pensées. Et je ne suis pas surpris qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle soit entrée dans votre monde. Ce que je ne mesure pas, c'est ses répercussions sur le mode de vie, etc. Puisque ça, je n'ai pas pu le voir, mais j'aurais adoré être là et m'en servir. Moi, je peux vous dire que les hommes hétérosexuels vont mal. Les hétérosexuels. Je peux m'en occuper si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vous avez quand même sauvé des millions de vies, écourté la guerre. Slay, incroyable. Oui. Grâce à vous. Mais on vous a un peu maltraité quand même par la suite. On vous a pas reconnu comme une légende que vous êtes. Disons qu'il y avait... à l'époque, le secret était omniprésent. Dans le manoir où on travaillait là-dessus, à Bletchley Park, le secret nous était demandé, imposé, et tout le monde s'y tenait globalement. Donc, j'ai pas tant souffert de ne pas dire « regardez, je suis un héros, regardez tout ce que j'ai fait ». J'ai plutôt souffert d'autre chose, de l'hypocrisie morale dont on parlait. Mais vous auriez quelque chose à dire au gouvernement si en soi, est-ce que mieux traiter ces génies, ces stars? Vous le savez certainement déjà maintenant, Alan Turing a été condamné pour son homosexualité en 1952. Castration chimique, perte de son travail, c'était le drame absolu. Mais plot twist, en 2009, le gouvernement britannique lui a présenté des excuses officielles. Et en 2013, la reine d'Angleterre elle-même lui a accordé la grâce royale posthume. Et ce n'est pas tout, en 2017 est passée la Turing Law, donc la loi Turing, qui permet de gracier posthumément et d'effacer le casier judiciaire de dizaines de milliers d'hommes condamnés pour homosexualité avant la dépénalisation. L'histoire d'Alan Turing montre finalement que la justice peut toujours tenter de réparer ses erreurs. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Là, comme je suis revenu brièvement sur Terre pour vous répondre, j'ai remarqué que sur les billets de 50 livres en Angleterre, ils avaient mis maintenant ma tête. Donc je me dis qu'ils ont dû penser, un peu tard certes, que j'avais fait quelque chose de bien. Alors, quand même. La seule chose qui compte finalement, c'est que cette loi n'est plus court.
cette loi de 1885 qui m'a condamné. Pour autant, je crois qu'elle a été abrogée en 1967. C'est tard. Toujours too late. Hein. Oui, oui, oui. Encore, le mariage homosexuel en France, c'était 2012 Oui, c'était... oui, par là. 2012-2014 Ouais, 12, hein, 12, je crois. Possible. C'est vraiment tard aussi. Oui, mais chaque progrès a son rythme. Et chaque avancée se fait souvent au prix de... Tous les gens qui ont dit des vérités trop tôt dans l'histoire de l'humanité ont été traités d'abord de fous, puis d'hérétiques, avant d'être souvent condamnés et brûlés. Quand Galilée disait que la Terre tourne, ça ne me paraissait pas être une folie. Enfin, j'étais pas là pour le défendre malheureusement, mais voilà, on a condamné tous les prophètes finalement de la pensée. Et moi, le premier. La question finalement intéressante aujourd'hui, c'est qui aujourd'hui dit une vérité que l'on considérerait comme une folie alors qu'elle est une vérité. Et c'est pour ça, sans doute, que quand on traite quelqu'un de fou, on devrait y réfléchir à deux fois. Tu vois, si tu rencontres la personne que tu rêves de rencontrer, moi, par exemple, ce serait Dieu, hein, clairement. Ah, waouh. Moi, ce serait Adam Driver. Et qu'on discute de tout, de rien, parce que voilà, c'est allé trop vite, et qu'à la fin, il te dit, tu as droit à une dernière question, je me dirais, mince, il va falloir poser la bonne. Par exemple, quand est-ce qu'on se revoit, tu vois? Ah. Si je posais une question à Dieu, là? Alors, quelle est la dernière question? Vous avez été persécuté pour avoir aimé. Oui. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir un peu gagné. Il y a plein d'étapes dans chaque pays. La dépénalisation de l'homosexualité, le mariage pour tous. Oui. Mais dans un sens, on se voit aussi qu'on recule. Oui. Dans certains pays. Oui. Est-ce qu'on avance vraiment ou on rejoue l'histoire? Je crois que malheureusement, la différence, les gens différents de la majorité ou de la norme seront toujours considérés comme tels. Simplement, l'avancée des politiques ou des mœurs fait qu'ils ne sont plus pourchassés, en tout cas dans certains pays, puisque actuellement 13 pays, je crois, condamnent de mort encore les homosexuels. Donc le travail n'est jamais terminé. Et au-delà de choses aussi graves et lourdes, il faut bien sûr se féliciter des avancées qu'on a fait dans notre propre pays, mais se dire qu'il y aura toujours, même en France, même dans un bon quartier, dans un bon collège, dans une classe plutôt un garçon qui, parce qu'il s'habille différemment ou qui s'exprime un peu mal, comme je peux le faire, ou qui est gay, ou qui... il y aura toujours des gens pour le comprendre et d'autres pour le condamner. Et je souhaite évidemment que le camp de ceux qui comprennent soit plus important et que ceux qui condamnent réfléchissent à pourquoi ils vont le traiter de je ne sais pas quoi ou lui jeter je ne sais pas quoi, une injure ou un caillou. La maltraitance de la différence, elle est quelque part en nous, parce que ce qui est différent fait peur. Et donc moi, ce que je voudrais dire, c'est n'ayez pas peur de la différence, ouvrez-vous à la différence par définition. Je crois qu'il y a un très bon auteur de français qui a dit cette phrase magnifique, je ne saurais mieux dire, il s'appelait Saint-Exupéry, et il a dit si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Waouh. Vous avez déchiffré le monde avant tout le monde. Si aujourd'hui, c'est à votre tour de laisser un message à déchiffrer, ce serait lequel? Je crois que, paradoxalement, alors que toute ma vie, j'ai cherché à déchiffrer des choses, j'espère que la façon dont on me lit ou dont on parle de moi est très claire. C'est de dire, regarde la différence des autres avec curiosité. Et tout ce qui te paraît indéchiffrable ne l'est peut-être pas tant de la part de l'autre que dans ton regard à toi. Et quelque chose de chiffré chez l'un ne l'est pas pour l'autre. Donc voilà, considère que les codes mathématiques ou les codes moraux sont faits pour être cassés.
Slay. Vous pouvez faire ça à la caméra? Non, Turing, il fait ça. plutôt. C'est ça? Let's go. Bah, merci beaucoup, Merci. Alan. Merci. C'était formidable. C'était un plaisir. Bah, je suis contente d'avoir rencontré le vrai. Parce que J'ai le sentiment que moi j'aimerais beaucoup le rencontrer puisque ça n'a échappé à personne, je ne suis pas Alan Turing. Et pour autant, It's okay. c'est très émouvant de penser qu'à travers le théâtre, les gens le voient et pensent le rencontrer. Et je crois que c'est ce qu'on a réussi avec la pièce, c'est que les gens ont le sentiment de le rencontrer. Ouais. Et que c'est pas quelqu'un d'inaccessible. Non. Que c'est voilà, que c'est La quelqu'un- pièce, ça fait plus personnel que, par exemple, le film. Ouais. Enigma avec Benedict Cumberbatch. Ouais. Slay. Imitation Game. Imitation Imitation Game. Oui, Ça on voit un génie inaccessible, presque. Il est pas décryptable Ouais. dans ses émotions, vraiment, même si l'acteur est incroyable. Je crois que ce que nous, on a essayé de faire dans La Machine de Turing, c'est un livre ouvert que tout le monde peut lire. Et dans lequel, j'espère, on peut aussi reconnaître des choses ou des choix qu'on pourra faire dans l'avenir. Et c'est toujours affirmer qui on est. Be yourself, guys. Yeah, be yourself.